Bonjour à tous. L'Afrique a sans doute la population la plus jeune du monde, en croire les statistiques, mais une jeunesse de piètre qualité, au regard de tous les faits qui lui sont reprochés. À l'opposé, à une certaine époque, au lendemain des indépendances par exemple, même avant les indépendances, on a vu une jeunesse africaine plutôt très active, les trentenaires, quadragénaires, prendre leurs responsabilités très tôt et prendre le pouvoir pour essayer d'améliorer les choses, prendre des initiatives pour essayer d'améliorer les choses. Qu'est-ce qui peut expliquer cette rupture? Comment est-on parti d'une jeunesse très active, très mature, très précoce, avant et après les indépendances, à une jeunesse aujourd'hui totalement amorphe et immature? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Avant toute chose, j'aimerais vous demander de partager cette vidéo. Partagez-la parce que c'est un message de sensibilisation. C'est un discours de sensibilisation que je veux faire passer, que je veux passer à la jeunesse africaine, dont j'en fais moi-même partie. Je veux quand même préciser que on ne parle pas de toute la jeunesse africaine, comme je vais le montrer dans la suite de cette vidéo. On parle de l'ensemble, de la majorité, et on essaie de poser sur la table cette problématique pour comprendre pourquoi, avec cette jeunesse, il sera difficile pour l'Afrique de faire face aux défis qui l'attendent. Dans un monde, dans un contexte international de plus en plus concurrentiel. Cela dit, faisons un petit tour d'horizon de cette autre jeunesse africaine qui tient le coup, malgré tout. Si vous voulez, on peut commencer par citer Tony Elumelu. C'est la superstar du secteur bancaire en Afrique. C'est le propriétaire de UBA, la banque panafricaine. Et évidemment, c'est un projet qu'il a lancé depuis sa trentaine. Donc, cette vision, il la nourrissait depuis tout petit. Et on voit ce qu'est devenu son projet aujourd'hui. Voilà, c'est un visage de la jeunesse africaine qu'on aimerait voir plus souvent. On peut aussi citer Maxwell Chikomboso. Vous connaissez cet Africain qui a inventé des téléviseurs, des frigos, plein d'appareils qui fonctionnent sans énergie électrique. On peut également citer le grand mathématicien dont tout le monde parle actuellement, qui est Abson Atangana. En 2019-2020, il figure dans la liste mondiale des 1% des meilleurs scientifiques de Clarivate Web of Science. Si vous voulez, on peut aussi citer Benazir Konaté de Poultry d'Or. Ce jeune Ivoirien qui a lancé sa ferme avicole avec une modique somme, je crois, de 150 000 francs CFA et qui est aujourd'hui proche du milliard. On a vu ce qu'il a fait avec son initiative si jeune. Il a été très conscient que l'Afrique, pour s'en sortir, doit aussi investir dans le secteur agroalimentaire. Il emploie des centaines d'Ivoiriens aujourd'hui et c'est un exemple pour la jeunesse ivoirienne, mais aussi pour la jeunesse africaine. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est celui qui répond aux besoins de son environnement. Notre Afrique a autant de problèmes et il faut commencer avec ce que nous avons. Vous serez capable de transformer 10 millions en 100 millions si vous êtes capable de transformer 1000 francs en 2000. Mais au-delà de cette jeunesse active qui essaie de faire bouger les lignes, parfois avec les moyens du bord, il y a hélas aussi une jeunesse malheureusement majoritaire qui préfère la débauche, qui préfère la distraction, qui préfère ne rien faire. C'est cette jeunesse-là qui est dans la consommation excessive des boissons alcoolisées. C'est cette jeunesse-là qui est dans la débauche sexuelle. C'est cette jeunesse-là qui repousse tout le temps l'échéance de la maturité. Une jeunesse qui a du mal à se prendre sérieux. Une jeunesse addict au divertissement, aux blagues, de mauvais goût. Quand ça commence à devenir un peu sérieux, où il faut bouger les méninges, elle n'est plus là. Elle préfère bouger le corps, faire trembler le corps. Elle préfère faire trembler, je sais pas moi, les arrière-trains, faire trembler le derrière. Mais quand il faut faire trembler le cerveau, elle n'est plus là. Mais a-t-on déjà développé un pays en faisant trembler les arrière-trains, en faisant trembler le corps, en lançant des challenges du meilleur consommateur de boissons alcoolisées? A-t-on déjà changé un pays ou un continent avec une telle jeunesse? On dit pourtant que la jeunesse c'est l'avenir du monde, que la jeunesse c'est le fer du lance d'un continent. Parce que c'est en elle que repose l'avenir du continent.
Alors tout ceci explique pourquoi l'Afrique subsaharienne baigne dans une inertie à nul autre pareille. Une jeunesse qui n'a pas de culture politique, qui n'a pas de culture citoyenne, absorbée par le divertissement et les buzz des influenceuses, ne peut pas dénoncer la malgouvernance et qui pourtant va compromettre leur destin et ceux des enfants qui naissent parfois accidentellement à la suite des relations éphémères. L'excès de jouissance bloque les capacités de réflexion, les capacités de remise en question, le sens de la logique et de la remise en question. Et pourtant, malgré l'oppression coloniale, la jeunesse africaine d'autrefois a fait montre d'un courage et d'une maturité à nul autre pareil. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup renoncent à leur devoir de maturité, à leurs obligations sociales. Beaucoup ne veulent pas se marier, par exemple, parce qu'ils ont peur de s'engager. Ils ont peur de prendre des responsabilités. Ils ont peur des défis. Ils ont peur des challenges. Or, hier, on a vu une jeunesse africaine très courageuse qui est très vite rentrée dans l'âge de la sagesse. C'est le cas de la plupart des présidents et autres personnalités africaines. On l'oublie souvent d'ailleurs. Les dinosaures d'aujourd'hui ont été les jeunes loups d'hier. Teodoro Obiang-Nguema est ainsi devenu président de la Guinée équatoriale à 37 ans, en 1979. Denis Sassou Nguesso, à 35 ans la même année au Congo. Yoweri Museveni, en place en Ouganda depuis ses 41 ans, en 1986. Omar El-Béchir, au Soudan, il était président à 45 ans. Idriss Déby pèse à son âme au Tchad depuis ses 38 ans. Ils font partie de ces jeunes ayant accédé au pouvoir depuis les indépendances. On peut aussi citer Gamal Abdel Nasser et Sékou Touré, qui avaient 36 ans quand ils ont pris les commandes de l'Égypte et de la Guinée. De même, Seretse Khama du Botswana et Julius Nyerere en Tanzanie avaient 39 ans. On suivi Milton Obote en Ouganda, 37 ans, en 1962. Kene Kaunda en Zambie, 40 ans. Puis dans les turbulences qui ont suivi l'indépendance, d'autres figures ont émergé. Mobutu Sese Seko au Zaïre avait 35 ans en 1965. Ouari Boumedienne en Algérie, 32 ans en juin 1965. Ou encore Yakubu Gowon, 32 ans en 1966. Le nom de Thomas Sankara aussi restera gravé dans les mémoires. Parce que Thomas Sankara, que tout le monde cite aujourd'hui, Thomas Sankara qui est resté dans les annales de l'histoire, dans les mémoires, plus de 30 ans après sa mort, a pris ses responsabilités pour changer le destin de son pays. Il n'avait que 33 ans à l'époque. 33 ans. C'est lui qui voulait plus de liberté pour la femme. C'est lui qui voulait de l'eau pour tout le monde et non du champagne pour quelques-uns. C'est lui qui a délivré des discours hypnotiques à l'ONU. Je crois qu'à l'époque, il s'est même fait remonter les bretelles par François Mitterrand qui lui a dit « Je crois qu'il est beaucoup courageux, mais de mon expérience, je pense qu'il ferait mieux de parler beaucoup moins. » Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il avait dit, mais j'ai essayé de paraphraser. Il n'avait que 33 ans à l'époque. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, à 33 ans, beaucoup sont encore adolescents. D'éternels adolescents qui refusent de grandir. Le rapport Youssoufa disait « Vieillir est obligatoire, mais grandir c'est un choix. » C'est un choix de grandir. La jeunesse africaine préfère le divertissement. On ne refuse pas, on n'est pas contre le divertissement, mais on peut se divertir, allez, 2 secondes, et on repasse à l'essentiel. Parce que dans un contexte international hautement concurrentiel, il faut se demander quelles sont les priorités si on veut relever le défi, si on veut faire face à tous ces challenges. Est-ce que la priorité, c'est au divertissement? Est-ce que la priorité, c'est aux distractions et aux challenges sur TikTok? Ou au travail, un travail de concentration profonde? Travail de remise en question idéologique parce que on domine le monde par les idées. Mais si l'activité principale dans le contexte africain, c'est le divertissement, les challenges, la danse, le tremblement des corps, les arrière-trains, est-ce qu'avec ça, parce que c'est ce qui occupe le clair du temps de notre jeunesse, la jeunesse africaine n'a pas de repères, c'est pour ça qu'elle choisit ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est le divertissement. Alors je pense que face à ça, toutes les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Parce que l'une des causes de cette jeunesse immature
est trop encline au divertissement et à la recherche effrénée de la distraction. C'est une éducation trop infantilisante. Quand un enfant veut prendre ses responsabilités, on a tendance à lui dire « c'est pas de ton âge, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tais-toi, calme-toi », plutôt que de dire « calme-toi, mais fais plutôt ceci ». Une éducation basée sur l'excès d'interdit, réduit à l'inaction. Beaucoup, à 40 ans aujourd'hui, 45 ans, sont encore chez leurs parents et se prennent pour des enfants de qui on doit prendre soin, on doit encore prendre soin. Vous voyez? Je crois que les parents sont pour beaucoup dans cette jeunesse qui fuit ses responsabilités et qui préfère le divertissement. Les familles africaines sont devenues des laboratoires de fabrication des monstres. Des monstres difficiles à se poser dessus qui compromettent le projet de développement de l'Afrique, le réveil de l'Afrique. On fabrique des filles qui ne veulent plus rien comprendre. Ils sont dans la célébration de la nudité. On fabrique des jeunes hommes qui ne veulent rien respecter. C'est là la famille. Notre société, c'est la famille en fait, la famille africaine en état de putréfaction. Pour remédier à ce problème, les adultes doivent peut-être rentrer à l'école de l'éducation. Parce que c'est eux qui transmettent des valeurs aux enfants. Or, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Les adultes doivent humblement rentrer à l'école de l'éducation. Apprendre comment on éduque les enfants. Éduquer les enfants en fonction de nos paradigmes. Dont l'Afrique doit se demander quels sont ces paradigmes. Et ne pas laisser que les autres diabolisent ces paradigmes. Tout est relatif. Et chaque région du globe a son référentiel moral. Son référentiel culturel. Pourquoi l'Afrique délaisse son référentiel culturel et moral au profit de celui des autres? Pourquoi les Africains s'auto-dénigrent, s'auto-diabolisent, préfèrent embrasser les valeurs qui viennent d'ailleurs au détriment des leurs? Regardez ce qu'est devenue notre jeunesse. À force d'appliquer l'éducation permissive qu'on voit dans le monde occidental. L'éducation excessivement permissive. C'est cette éducation excessivement permissive qui a fait de notre jeunesse une jeunesse immature et rebelle. À l'époque, quand on était rigoureux, quand on était dur avec la jeunesse africaine, c'était une jeunesse qui était précocement consciente. Mais aujourd'hui, on a affaire à une génération obsédée par le divertissement, obsédée par le divertissement, obsédée par la distraction. Et quand on est obsédé par la distraction, on ne peut pas produire, parce que la production demande la concentration. On ne peut plus savoir quel est l'essentiel. On perd le sens des priorités. On perd le discernement. À la fin de la journée, on ne sait plus dans quoi est-ce qu'il faut mettre l'énergie pour faire face à ce contexte international hautement concurrentiel. Là, c'est mon petit diagnostic de la situation qui prévaut en Afrique aujourd'hui. Comment comprendre que la jeunesse d'hier était si précocement consciente alors qu'aujourd'hui, même dans la trentaine, même dans la quarantaine, on a encore des éternels adolescents qui en Afrique ne veulent rien faire, ont peur de s'engager, donc qui ne savent pas qu'est-ce qui est prioritaire à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Sachez que vous avez des comptes à rendre à la tribu à laquelle vous appartenez. On appartient tous à quelque part. On appartient tous à une communauté. Et vous avez des comptes à rendre à cette communauté. Personne n'est une île. Personne n'est tombé du ciel. Vous n'allez pas me dire, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Non, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous appartenez à une communauté. Ça, c'est une valeur africaine. Tenir compte de la communauté à laquelle on appartient. Donc, vous avez des comptes à rendre à partir du moment où vous êtes membre de cette communauté-là. Mais écoutez, cette émission arrive à son terme. C'était mon petit diagnostic de la situation qui prévaut en Afrique aujourd'hui. Et ça, c'est sans prétention. C'est un débat que je mets sur la table. Vous pouvez vous aussi me dire pourquoi la jeunesse africaine d'aujourd'hui est très peu intéressée par des questions sérieuses. Elle est davantage encline au divertissement, à la distraction massive, à la débauche. Évidemment, je ne perds pas de vue qu'il y a cette autre jeunesse qui se bat pour faire bouger les lignes. Elle est dans le domaine technologique, elle est dans le domaine scientifique, elle est même dans le domaine du spectacle, le domaine de l'art. Et cette autre jeunesse qui se bat pour redorer le blason de l'Afrique. Malheureusement, la plupart des jeunes Africains sont plutôt dans le divertissement, dans la distraction et la débauche. Ils ne veulent pas apporter leur modeste pierre à l'édification d'une Afrique forte. Comment comprendre cette rupture entre la jeunesse africaine d'avant et celle d'aujourd'hui? Vos réponses en commentaire.
Sur ce, je vous dis à très bientôt.